Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donc merci déjà pour votre présence aujourd'hui, pour votre écoute. Et justement, on est ici pour parler justement de Zero Trust. Et comme vous avez vu sur l'intitulé de la présentation, pourquoi c'est toujours une méthodologie d'actualité, mais surtout dans le contexte cyber dans lequel on travaille aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles ce n'est pas actuellement suffisant par rapport aux menaces qui sont vues sur le marché. Donc ceci, ça ne va pas être une présentation commerciale, produit, etc. Ce sera plutôt, voilà, vous partager certaines statistiques qui vont vous être utiles pour juger un peu de la méthodologie qu'on peut appliquer dans des cadres de crise cyber pour justement renforcer sa capacité de cyber-résilience. Donc moi, je m'appelle Dorsan Rodriguez, ingénieur avant-vente. Je travaille pour une société qui s'appelle Object First. Et mon but, c'est de vraiment pouvoir un peu vous exposer certaines statistiques qu'on a aujourd'hui et ce qu'on essaye de mettre en place pour justement se prémunir de cyberattaques et des risques qui sont liés pour le business et aussi pour les entités publiques. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, je vais vous partager certaines statistiques venant des chiffres fournis par une entreprise ESG, donc qui fait des recherches au niveau des entreprises salariales. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, je vais essayer de parler un peu mieux dans le micro, merci. Merci pour le feedback. Donc, comme vous le voyez, en fait, on va se baser sur des chiffres ESG, ainsi que des chiffres venant de la société Veeam, qui fait le périmètre sauvegarde, et justement des tendances qu'on a détectées chez Object First, de par notre clientèle, notre base installée, sur les typologies de cyberattaques et la manière dont sont en capacité les sociétés de faire la reprise derrière. Donc, pour commencer avec certaines statistiques, sur les 2 dernières années, il y a 66% des SI qui ont subi des cyberattaques parmi les 2000 qui ont été répondantes aux recherches ESG. Et donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, sur ces 66% qui ont été attaqués, il y en a quand même une grande majorité, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui ont été attaqués plusieurs fois. Donc là, on parle de chiffres à minima, on est à 31%, une personne sur 3 qui se fait attaquer sur leur SI à une reprise, mais on va jusqu'à 8% qui sont en capacité d'avoir été attaqués jusqu'à 5 fois. Et donc c'est juste pour vous dire aujourd'hui que ce n'est pas vraiment une statistique en disant vous allez être ponctuellement attaqué, mais typiquement c'est quelque chose qui se passe de manière récurrente. Parce que si la faille, elle existe à un instant T, même si vous faites une reprise au niveau de votre SI, il y a une très très forte probabilité que vous allez vous refaire attaquer dans un deuxième cas. L'autre statistique qui est encore plus interpellante, c'est qu'aujourd'hui, il y a 96% des attaques qui vont cibler vos sauvegardes. Donc les données à partir duquel vous allez reprendre pour justement empêcher cette reprise, pour justement arriver à extirper des rançons et justement pouvoir arrêter la production de votre côté. Causer un énorme impact côté production pour vous mettre une pression en tant que décideur IT pour justement trouver une sortie de secours plus facile en payant potentiellement un rançon logiciel derrière. Et en fait, là, l'impact, il est significatif parce que c'est à partir de ces données-là que vous allez avoir la capacité de reprise. Et le but derrière, c'est bien sûr essayer de vous empêcher d'avoir cette capacité. L'autre statistique, c'est même parmi ceux qui ont des sauvegardes, qui ont la capacité de reprendre. Aujourd'hui, il y a moins de 50% qui sont en capacité de reprendre l'entièreté de leur SI et qui ont la capacité de reprendre en moins d'une semaine. Donc aujourd'hui, une question à se poser, c'est aujourd'hui, si moi je suis un décideur IT, de quelle manière est-ce que moi je peux me permettre de tourner avec mon SI à 50%, voire moins? Parce que surtout si on regarde les statistiques à l'écran, on a jusqu'à justement 2 semaines pour la majorité des cas. Quand on regarde un petit peu, en fait, 16%, 13% de ceux qui ont la capacité, c'est quand même énorme de se dire que des gens se retrouvent sans capacité de faire tourner leur production pendant des périodes aussi longues que ça. Et même si on parle de la partie justement restitution, même parmi ceux qui ont su restituer une portion de leur SI, il y en a même que 50% de leurs données qui sont réellement restituées. Et donc ça veut dire qu'il y a une énorme perte de données. Donc si je parle par exemple, je suis à un hôpital aujourd'hui, si j'ai la moitié de mes données patients qui sont perdues, ça veut dire des personnes qui ne peuvent pas se faire transférer des organes. C'est potentiellement des personnes qui ont des délais de traitement, c'est des vies qui sont en jeu. Si je parle d'une entreprise avec des chiffres business, de la clientèle potentielle,
derrière, c'est un impact significatif au niveau financier et aussi au niveau réputationnel. Donc c'est à ce niveau-là en fait où c'est très important parce que à partir du moment où la donnée c'est la vie de l'entreprise, si vous perdez une certaine proportion de cette donnée, vous n'allez pas avoir la capacité de justement assurer la pérennité et la stabilité de votre entreprise à terme. Et ça c'est quelque chose où on en a de plus en plus conscience dans le monde et on le voit beaucoup sur ce salon. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont justement cette capacité de vous partager des statistiques sur l'importance de cette donnée. Et puis derrière, bien sûr, il y a le coût humain, l'impact au niveau personnel des collaborateurs. Et donc ici, je vais vous sortir quelques statistiques, donc justement sur des statistiques qui ont été faites par le groupe ESG, sur le nombre de personnes qui se sentent stressées par leur fonction dans l'IT. Donc il y a 84% des décideurs dans l'IT qui pourtant sont des gens très méthodiques, qui mettent en place des stratégies de cyber-résilience, mais pourtant il y a plus de 84% qui se disent aujourd'hui moi je suis stressé parce que je sais que c'est à moi que répond tu as toute la responsabilité du SI. S'il y a le moindre impact côté production, côté sauvegarde, ben, c'est sur moi que ça repose. Et surtout, l'autre statistique qui est assez interpellante, et ici j'en parle aussi parce que j'ai vu des DSI le vivre de par mon passé dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, en fait, il y a une grande majorité qui vont dire, même si moi j'ai mis tout en place pour se prémunir de cyberattaques, s'il y a une cyberattaque, on va dire, bah, c'est vous le coupable, c'est de votre faute, tout n'a pas été mis en place. Si j'utilise un exemple récent avec les doubles cyberattaques côté de la Poste, directement les gens ont dit, bah, en fait, la Poste, ils n'ont pas dû sécuriser correctement le récit. La réalité, elle est tout autre. Parce que moi, je sais qu'ils ont mis en place des choses qui existaient. Et c'est facile de dire, oui, en fait, la barre n'était pas assez élevée au niveau sécu. Mais en fait, la réalité derrière, c'est qu'il y aura des attaques, quoi qu'il arrive. Et le tout est de savoir de quelle manière est-ce que moi, j'aurai la capacité de reprendre. Et de mettre les process en place pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit découvert le jour J, que j'ai justement une incapacité parce qu'on a déconnecté les sauvegardes, qu'on a aussi la capacité de mettre HS, les logiciels pour une réponse active. Et c'est de cette manière-là où on essaye d'accompagner nos clients aujourd'hui chez Object First. Et aussi une autre statistique qui est assez intéressante, c'est qu'il y a jusqu'à 60% des collaborateurs dans l'IT qui touchent au côté cyber, qui vont essayer de justement trouver d'autres domaines d'expertise pour essayer d'éviter d'être dans des positions de responsabilité cyber. Et ça, c'est une statistique déjà, on est en pénurie de compétences sur le marché par rapport à des expertises dans ce domaine-là. Donc si en plus les gens qui y travaillent ont tendance à évoluer vers d'autres postes moins stressants, c'est quelque chose qui va aussi nous impacter au niveau recrutement plus global en tant que décideur dans l'IT. Et aussi, une autre chose qui est assez interpellante, c'est qu'il y a plus des 3/4, il y a à peu près les 3/4 qui disent que même les outils qu'ils ont actuellement ne sont pas adaptés s'ils étaient en crise cyber. Donc c'est-à-dire avec les outils qu'ils ont à disposition aujourd'hui, ils ne se sentent pas en confiance pour pouvoir effectuer une reprise complète de leur récit. Si on parle un peu de la théorie par rapport à la réalité, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est de voir que suite à une cyberattaque, la majorité des intervenants vont dire en fait, on pensait qu'on était préparé, mais en réalité, on est bien moins confiant par rapport à notre capacité de réponse derrière. Et donc ici, pour vous partager des statistiques, avant une cyberattaque, on est aux alentours de 70% qui vont dire oui, nous, on se sent confiant par rapport à notre capacité de reprise. Immédiatement, suite à une cyberattaque, ils disent en fait, nous, il y a une personne sur deux qui n'est plus confiante du tout. Et pourtant, en amont, ils pensaient réellement d'avoir des solutions, des capacités auxquelles ils avaient accès. Donc pour moi, ces statistiques, on va partager quelques points clés. Tout d'abord, c'est surtout un quand, parce que surtout si on repense à la statistique de 96% des cyberattaques ciblent les sauvegardes, en fait, c'est pour cette partie-là, c'est quasi garanti que si quelqu'un rentre dans votre SI, vous allez avoir vos sauvegardes qui vont être attaquées et c'est une question de temps et ce n'est pas juste un potentiel. Donc les sauvegardes, ce sont bien sûr le périmètre à plus haut risque parce que c'est ce qui va être ciblé en premier avant qu'il y ait une rupture côté production. Il y a l'impact bien sûr business dont j'ai parlé et surtout l'impact sur les collaborateurs dans l'IT au sein de votre entreprise et leur motivation. L'autre aspect aussi, c'est que c'est très facile de se dire j'ai des outils en place, mais lorsque je suis réellement préparé, lorsque vous faites des tests à grandeur nature, à échelle
à échelle de l'entreprise ou lorsque vous faites juste des tests de restauration ponctuels sur certains applicatifs. Et en fonction justement de votre capacité de répondre à cette question, vous aurez un petit peu les éléments de réponse, de savoir lorsque demain, si j'ai la moitié de mon SI, les 2/3 ou les 3/4 de mon SI qui sont HS, lorsque j'ai réellement une idée du temps que ça me prendra. Si la réponse aujourd'hui c'est non, en réalité c'est très difficile d'envisager une vraie reprise derrière. Et bien sûr, l'élément c'est que les outils existants, ça ne correspond pas nécessairement aux attentes, et c'est pour ça qu'on va proposer un autre modèle au-delà de justement l'aspect Zero Trust. Donc vous l'avez bien compris, en fait, on va demander d'avoir une résilience complète des données, de se dire, OK, on va partir du principe, vous allez avoir une intrusion, mais comment est-ce qu'on va anticiper et préparer cette reprise d'activité derrière? Et on a commencé il y a quelques années, parce que c'est quelque chose que vous connaissez sûrement tous, avec le Zero Trust, les principes. Donc on va d'abord passer du principe qu'on va avoir une intrusion, on va réduire les accès sur tous les niveaux, essayer de segmenter. Donc ici, voilà, les cartes de crédit, le RP, les RH, l'infrastructure de sauvegarde. On va se dire, on va essayer de segmenter, de manière à ce qu'on n'ait pas une surface unifiée où ils aient accès à tout. On va faire la vérification explicite, le MFA, tout ce qui est partie les accès limités et surtout réduire les privilèges utilisateurs pour justement qu'ils n'aient pas accès à tous les applicatifs. Tout ça, en fait, c'est une bonne approche, mais c'est une approche de départ. Parce qu'en fait, en réalité, il faut partir du principe que demain, si vous avez vos outils du MFA qui ont une faille, une vulnérabilité, si vous avez par exemple vos utilisateurs qui se font pirater leur compte, en fait, il faut partir du principe qu'ils ont accès à tout. Donc tout ça peut être modifié. Donc quand on parle du pire contexte, comment est-ce qu'on se prémunit de ce type de risque? Et c'est là où en fait on va appliquer ces mêmes principes de Zero Trust sur la partie résilience de la donnée. Donc non seulement on va mettre en place toute cette partie-là, mais on va aussi appliquer ça sur la partie sauvegarde en disant moi je vais segmenter la partie logiciel de sauvegarde avec le stockage de sauvegarde de manière à ce qu'il n'y ait pas un vase communicant. On va créer aussi ce qu'on appelle des zones de résilience. Donc avoir plusieurs capacités de reprise à partir de différents endroits et surtout avoir des fonctionnalités qui vont rendre complètement immuable. Donc ça, c'est la partie stockage immuable. Et on parle facilement aujourd'hui de stockage immuable en disant une fois que j'ai fait une sauvegarde, je mets une rétention avec un certain chronomètre. Mais en fait, il faut même aller au-delà de ça. Parce que typiquement, beaucoup de solutions vont proposer d'avoir la capacité de réduire ces rétentions. Mais à partir du moment où vous avez le droit de le réduire, quelqu'un d'autre a le droit de réduire ses rétentions également. Et c'est là où en fait, nous, on va proposer ce qu'on appelle une résilience complètement immuable, sans capacité de modifier cette immuabilité. En termes d'architecture, à quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui? On va parler bien sûr de la partie production. Vous voyez en orange là en fait la surface d'attaque. Et évidemment, vous avez besoin de tous les API, de tous les accès en SSH, etc. Pour justement faire tourner vos applicatifs. Puis en fait, on est obligatoirement obligé de sauvegarder ces données avec un logiciel de sauvegarde. Et puis on va essayer de réduire encore plus la capacité de justement attaquer en mettant sur un stockage de sauvegarde dédié. Et ce stockage de sauvegarde dédié, on aura la capacité de justement réduire tous les accès root, on n'aurait pas d'appliance avec par exemple les configurations réseau qui sont toutes ouvertes. Et c'est pour cette raison-là en fait qu'on va chercher un stockage avec de l'immuabilité native. Mais non seulement ça, bien sûr, on aura une copie de données sur la production, mais on va essayer de se dire, je vais avoir des copies secondaires à différents endroits, géographiquement, avec différents niveaux de permission, et surtout une incapacité de la modifier. Donc une fois que c'est écrit, même si quelqu'un a accès à toutes les clés, à tout le code source et ainsi de suite, l'entièreté de votre SI, vous allez avoir la capacité d'effectuer une reprise parce que ces données ne seront inaltérables pendant la durée de rétention. Et ça, c'est un point de clé, que ce soit une société, une solution chez Object First ou une autre société, d'avoir vraiment une immuabilité qui est mise à l'épreuve de cette capacité d'avoir tous les identifiants qui ont été piratés. Et bien sûr, c'est pour répondre à cette règle de 3-2-1-0, donc de maintenir bien sûr 3 copies de données avec 2 différents types de médias, une copie hors site comme je viens de le partager avec l'élément d'architecture, mais surtout une copie immuable air-gap. Et le dernier volet dont je n'ai pas encore parlé, c'est la capacité zéro erreur. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous dites, moi j'ai des données de sauvegarde, moi je sais que j'ai la capacité de reprise,
Mais si vous ne le testez pas, si vous n'avez pas la capacité de savoir quels sont mes RTO, quels sont mes RPO, lorsque j'ai la capacité de restaurer mon périmètre le plus critique en moins d'une heure, en 2 heures, en 2 jours, si vous n'avez pas aujourd'hui ce type de réponse, ça devient très compliqué à assurer une continuité de service si jamais il vous arrivait le pire cas de figure. Et donc, en parlant d'immuabilité, on parle beaucoup de justement immuabilité sur marché. Des personnes le proposent, notamment les fournisseurs cloud, en disant c'est immuable, mais ils ne spécifient pas aujourd'hui quel niveau d'immuabilité. Parce que c'est facile d'utiliser comme mot en disant la donnée sera non modifiable une fois que c'est sur ce stockage. Mais à partir du moment où, par exemple, les fournisseurs cloud ont des accès pour réduire ces verrous d'immuabilité, c'est des potentielles failles, des potentielles cibles d'accès. Une fois que ce compte il est piraté, je réduis à 0 et je fais expirer les données. Donc c'est là où nous, on va parler d'une immuabilité qui est vérifiable, qui n'est pas à disposition des administrateurs pour réduire cette rétention. Et c'est pour ça que nous, on parle d'immuabilité absolue, parce que peu importe le niveau d'expertise, le niveau de connaissance du SI, le niveau de permission, ces personnes n'auront aucune capacité de réduire ces rétentions. Donc c'est pour ça que c'est très important cet aspect permission et aucune capacité de les réduire. Et donc aujourd'hui, nous, typiquement, ce qu'on propose, c'est d'atteindre l'immuabilité absolue en utilisant un stockage qui est natif, qui a des verrous d'immuabilité embarqués, donc qui n'a pas de sous-couche, que ce soit au niveau stockage XFS, REFS, etc., qui est attaquable avec des comptes routes. Donc c'est pour ça que nous, on se base typiquement sur le protocole S3 objet, parce qu'en fait, l'immuabilité, elle a été conçue avec le protocole lui-même. On aura aussi de l'immuabilité en temps réel. Et en fait, quand je dis en temps réel, il n'y a pas une latence entre le moment qu'on effectue une sauvegarde et à l'écriture. En fait, dès que la sauvegarde elle arrive sur un type de stockage, il faut qu'elle soit verrouillée. Parce que s'il y a une phase entre guillemets de conversion du stockage classique vers de l'immuable, en fait, c'est une temporisation qui est potentiellement attaquable. On va aussi se dire aujourd'hui, il fait bien d'avoir du stockage générique, mais avoir une appliance dédiée qui a la capacité d'accélérer les reprises, c'est typiquement ça qui permet justement de chiffrer un RTO et un RPO pour des gens qui sont dans des positions d'assurer une continuité d'activité au sein du SI. Et aussi, en fait, le but derrière, c'est de dire, peu importe ce qu'il arrive, que ce soit les rançons logiciels, que ce soit un acteur malveillant au sein de votre entreprise, au sein de votre entité publique, ou que ce soit voilà, des personnes qui ont perdu leurs accès parce que quelqu'un a piraté leur portable perso, en fait, on va se prémunir de ce type de risque. De se dire que peu importe les portes qui ont été ouvertes, si j'ai une donnée qui est non modifiable et qui a la capacité d'être restaurée à partir du socle direct où il est hébergé, c'est ça qui va me permettre d'avoir une reprise sereine. Et pour reprendre un petit peu voilà, le diagramme d'architecture, nous, on va se positionner en tant qu'Object First. On va positionner des boîtiers appliances dédiés reprise d'activité. Nous, on aura la capacité, justement, avec notre boîtier, de faire des instant VM recovery, donc des reprises d'activité avec le logiciel Vim ordre de grandeur jusqu'à 45 VM directement à partir du stockage. Donc ça vous permet justement de pouvoir faire un reset de l'infrastructure tout en ayant une partie de votre production qui est en capacité de reprise directe. Et puis surtout, on est en capacité bien sûr de s'intégrer avec toutes les fonctionnalités du logiciel de sauvegarde Vim Backup et Réplication pour ceux qui l'utilisent ou qui le connaissent. Et bien sûr, en fait, aujourd'hui, nous, on va avoir ces trois piliers très très simples chez Object First. Nous, on va d'abord se dire aujourd'hui, pour avoir une vraie immuabilité absolue, il faut avoir quelque chose qui est sécurisé par défaut, avec une architecture Zero Trust où on réduit les accès. On veut aussi avoir une architecture où le produit lui-même n'a pas d'accès à des comptes routes. Il n'y a pas une capacité de configuration, il n'y a pas de reconfiguration du RAID possible dès l'installation. Donc la sécurité, elle est dans le code de manière durcie et surtout qui est testée par un cabinet tiers. Et c'est là où chez Object Source, nous on travaille avec des cabinets de pen testing et on publie chaque année des rapports sur justement notre immuabilité. On fournit le code source, on fournit aussi tous les accès à notre console, de manière à ce que justement on mette à l'épreuve et qu'on mette en face de nos clients ou nos prospects le fait que ce n'est pas une immuabilité qu'on s'autoproclame, mais que justement c'est quelque chose qu'on partage avec, de manière complètement ouverte avec le marché. L'autre aspect qui est aussi important, c'est d'avoir des outils simples qui facilitent la reprise d'activité, d'avoir pas des configurations lourdes, d'avoir aussi une capacité de reprise qui est gérée et optimisée par nous en tant que société chez Object First,
Et surtout, le dernier volet, c'est la puissance de justement avoir la reprise ultra rapide, ultra efficace et surtout avec des fonctionnalités sécurité embarquées nativement qui vous permettent d'avoir des tests plus récurrents sur vos RTO, vos RPO et donc une capacité de vraiment chiffrer quels sont mes applicatifs critiques. Lorsque tous les trimestres, je suis en capacité de faire un test grandeur nature sur ces applicatifs critiques pour m'assurer que j'ai une capacité de reprise. Parce que c'est bien d'avoir des sauvegardes, c'est bien de les avoir à disposition, mais par contre, savoir exactement chiffrer quel est mon temps de reprise, quelles sont mes capacités de réagir vis-à-vis d'un risque, c'est ça qui a encore plus de valeur une fois qu'on est dans cette position et dans ce type de situation. Donc merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Pour répéter un petit peu la question c'était est-ce que notre appliance se positionne au-dessus de Vim? En fait, Vim, ça va être le logiciel de sauvegarde et nous, on va être le repository Vim. Donc, on est une appliance physique qu'on va déployer dans des data centers clients ou bien des data centers partenaires pour des clients. Et en fait, notre boîtier qui se décline en plusieurs volumétries commençant à 8 Tera et allant jusqu'à 432 Tera, en fait, va héberger les données de sauvegarde Vim. Donc, Vim va envoyer ces données directement sur notre boîtier pour justement être verrouillé et avoir une capacité de reprise directe à partir du boîtier. Merci pour votre question.